Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter un thème d'actualité. Il s'agit des tragiques événements qui se sont déroulés au Nigeria. Tout d'abord, le Nigeria est un pays situé dans l'Afrique de l'Ouest, entouré au nord par le Niger et le Tchad, à l'est par le Cameroun, au sud par l'océan Atlantique et à l'ouest par le Bénin. C'est aussi la première puissance économique d'Afrique. Mais cela n'empêche pas le dramatique épisode qui a eu lieu, la hantise du Nigeria, comme déclaré par Le Point en titre d'article. En effet, depuis quelques semaines, de nombreux enlèvements d'élèves ont lieu. Je vais à présent laisser mes camarades Rally et Kenza vous en dire plus sur le sujet en vous exposant les événements. Le premier à avoir été exposé au grand jour se déroulait à la mi-décembre. En effet, 344 élèves ont été enlevés à Kankara dans l'état de Katsina. Sans suivi, le mercredi 17 février, le kidnapping de 42 personnes, dont 27 privés. Les chiffres varient selon les journaux, mais l'échelle reste la même. Toujours, d'après Le Monde, qui retranscrit les annonces d'un des porte-parole du gouvernement local, Ahmed Sani Idriss, l'école fut attaquée vers 2h du matin et un élève fut tué. Le journal donne des faits et des paroles de manière neutre tout au long de l'article. Cependant, la Morse, qui suscita un émoi mondial, n'est pas aussi objective. En effet, il est ici question d'émotion. Ainsi, Le Monde attire l'attention du lecteur par les sentiments. Enfin, le plus récent a eu lieu le vendredi 26 février vers 2h du matin dans une école publique de Jean Gébé. La police déclare que 317 jeunes filles ont été enlevées. Le Monde déclare que tous les élèves présents dans les dortoirs ont systématiquement été capturés et emmenés dans la forêt par leurs ravisseurs, des hommes armés et vêtus de treillis militaires, toujours de manière aussi neutre, exposant les faits. Le journal DW décrit les événements, mentionnant le témoignage d'une mère dont la fille fut kidnappée, mentit sur les émotions et la relation mère-fille. La presse dévoile des photos des dortoirs vides et délie des faits, rappelant beaucoup les précédents enlèvements. Le phénomène est décrit comme un scénario presque immuable par Le Monde qui exprimerait ainsi la vie de tout le Niger. À présent, une question se pose, mais qui sont ces ravisseurs? Quel est le contexte des enlèvements? Le groupe djihadiste Boko Haram a revendiqué les enlèvements à la voix de la chef de file Abou Bakr Shekau. Pour mieux comprendre ces incidents, il faudrait revenir 7 ans en arrière. En avril 2014, pendant l'insurrection de Boko Haram, 276 lycéennes, pour la plupart chrétiennes, sont enlevées par le groupe sunnite. En effet, Boko Haram est à l'origine une secte, qui prône un islam radical. En 2009, ce dernier lance une insurrection armée. Ainsi, dans l'année du 14 au 15 avril 2014, des enlèvements ont lieu. Les ravisseurs cherchent à obtenir des compensations, notamment financières. Ils déclarent condamner l'éducation occidentale et annoncent la mise en esclavage des jeunes filles. Celles-ci sont mariées de force à des combattants et détenues pendant des années dans une forêt. Certes, les derniers kidnappings ressemblent énormément aux événements de 2014, mais ils ne sont pas dans la même région où est actif Boko Haram. Une journaliste correspondante pour RTS, qui est la radio-télévisée suisse, à Lagos, ville au Nigeria, explique que le kidnapping est un business lucratif dans cet État. Elle ajoute également que le Nigeria est un pays où la moitié de la population vit sous le seuil d'extrême pauvreté et qu'à moins de 14 ans, les enfants sont des cibles faciles. Elle note aussi que les enlèvements ont lieu au nord-ouest du pays, dans une région très pauvre, où l'État n'intervient que très peu. Ainsi, cette journaliste dénonce l'incapacité de l'État à protéger ses citoyens. Elle donne son avis personnel de manière subjective. Par conséquent, d'après cette journaliste, la situation du Nigeria, notamment sa situation politique et financière, contribue et serait même l'une des principales causes du manque de sécurité des enfants. Le peuple nigérien semble déçu de son gouvernement. La BBC s'intéresse au sujet et mène son enquête. Ainsi, d'après l'article, le ministre de la Défense aurait pris la parole et aurait annoncé « Défendez-vous, ne vous laissez pas faire et ne vous faites pas massacrer comme des poules ». Ce message a suscité une tempête de commentaires et de critiques de la part des Nigériens. Le journal dénonce également ce manque d'application et défend le peuple nigérien. Ainsi aussi, un général à la retraite, Bachir Saleh Magashi, a dit « Nous ne devons pas être des lâches. Je ne sais pas pourquoi les gens fuient des choses mineures comme ça. Ils devraient se tenir debout. Faites savoir à ces gens que même les villageois ont la compétence et la capacité de se défendre. » Ce message aurait certes pour but la motivation des populations, mais le peuple l'interpréterait comme un manque de protection et de sécurité. À présent, revenons-en aux événements. Vous demandez sûrement, mais qu'est-il arrivé ensuite aux enfants? C'est la question à laquelle va répondre Kenza.
Après le premier enlèvement de la mi-décembre, d'après le journal du Poste, les enfants ont été déposés en bus dans une des résidences du gouverneur dans l'état de Katsina. Ils avaient marché pieds nus jusqu'à une salle de réception où ils attendaient le gouverneur. Les autorités leur auraient donné des habits et le président leur aurait rendu une petite visite. Précédemment, Boko Haram avait diffusé une vidéo où on pouvait voir un petit groupe d'élèves qui avaient été capturés. Ils se sont exprimés dans une voix d'un enfant de 14 ans qui disait que certains élèves avaient été tués. Dans cette vidéo, on apercevait les enfants dans un état pitoyable, mais les enfants et les parents étaient tous deux rassurés. De nombreux témoignages prouvent que cet événement a marqué le Nigeria. Ce journal décrit d'ailleurs très bien cette situation étant sentimentale. Les journalistes. À présent, de nouvelles questions se posent. Mais qui sont ces ravisseurs? Quel est le contexte des enlèvements? Et y a-t-il eu des conséquences sur le Nigeria? L'affecte-t-il? Il affecte le pays très péjorativement. Les Nigérians ont peur. Ils craignent le pire pour leurs enfants. Comme l'a introduit par ce journal, Boko Haram sème le chaos et verrait un écolier comme un mécréant, voué à la souffrance et peut-être même la mort. C'est une vision bien pessimiste, certes, mais ainsi est décrit le groupe de ravisseurs au Nigeria. Des affiches sont placardées partout, présentant un message, Most Wanted, ce qui signifie le plus recherché, en parlant bien sûr de Boko Haram. Ce décor ressemblerait à celui d'un vieux western. Par image, exprime ainsi l'anormalité de la situation, qui ressemblerait à un film. La gestion de cette crise ayant été catastrophique d'après les Nigérians, cela remet en cause l'efficacité de la politique sécuritaire du pouvoir. Aussi, outre les conséquences sur la sécurité, d'après le journal DW, il y aurait des conséquences sur le développement du pays. En effet, sans éducation, l'avenir de la jeune génération est maintenant menacé. Par conséquent, le Nigeria subit la peur et la crainte de revoir ces événements se dérouler en cours. Et le pouvoir politique est remis en question, à cause d'un manque de protection et d'une mauvaise gestion de la crise. En conclusion, la presse dévoile les événements, tantôt de manière neutre, tantôt usant de l'aspect émotionnel de ces événements. Donc, les enlèvements étant tragiques, certains journaux exploitent les faits, les conséquences explicites, tandis que d'autres exposent les conséquences sur la peur des familles, la sécurité, l'opinion du peuple, etc. Aussi, la presse et les médias sont un moyen de sensibilisation et de défense des causes. Ils permettent la propagation des informations et donc des idées. C'est donc ainsi que nous achevons cette revue de presse. Merci pour votre attention.